Jean-Baptiste Djebari, bonjour. Bonjour à vous. On va parler de la route, on va parler du train, mais on va commencer avec l'avion. Pourquoi ? Parce que les suppressions de postes se succèdent. Airbus qui va annoncer demain, combien ? 15 000 suppressions de postes, 5 000 en France, c'est cela ? Envisager. D'abord, faut bien avoir conscience que la crise dans l'aéronautique, elle est majeure. Je crois qu'on n'a jamais vécu d'ailleurs une crise comme ça depuis que on a démocratisé l'aviation. Et ce qui s'est passé, c'est qu'Airbus a vu au même moment et partout dans le monde ses commandes annulées ou stoppées. Et qu'Airbus envisage une activité réduite à 60% pendant 2 ans. Donc il y a un contexte. Et socialement, effectivement, il est envisagé au niveau mondial 15 000 suppressions d'emplois, dont 5 000 en France. Mais ça ne tient pas compte des différents dispositifs d'État et des dispositifs d'entreprise. Je prends un exemple, on a fait les calculs cette nuit. Si vous mettez en place l'activité partielle longue durée qui a été annoncée et qu'Airbus va évidemment utiliser, c'est 1500 emplois qui seraient sauvés. On investit aussi massivement sur l'avion de demain, la nouvelle génération d'avions verts, sobre en carbone, c'est 500 emplois qui vont être sauvés pour Airbus. Déjà 2000 emplois. Puis après, vous avez les dispositifs d'entreprise, le volontariat, les plans de départ volontaires, les congés formation, les mobilités à l'intérieur du groupe. C'est bien pour Airbus. Je pense aux salariés d'Airbus, 49 000 en France, mais je pense aussi aux sous-traitants. Bien sûr, parce que Airbus, c'est bien beau. Ouais. Mais les sous-traitants, c'est quoi ? C'est 150 000 dans la région de Toulouse, plus largement. 80 000 en Occitanie, mais c'est beaucoup. 80 000 en Occitanie et 150 000 en France. Vous avez raison de dire que c'est une filière. Et d'ailleurs, on a une filière en France qui sait construire à la fois des avions, des moteurs, de l'avionique. C'est une filière complète qu'on a en France et qu'il faut préserver. Raison pour laquelle on a investi beaucoup. On finance en recherche publique 4 fois plus que ce qu'on finançait précédemment, aussi pour préserver de l'emploi, des compétences qui sont des compétences critiques, qui servent à l'aéronautique, qui servent à la défense, qui servent au spatial. Et je le dis, j'ai esquissé un petit peu ce qui peut se passer avec un chiffre qui paraît extrêmement gros, 5 000 emplois en France. Il ne paraît pas, il l'est. Oui, qu'il est, mais qui va diminuer, je l'ai dit. Quasiment 2 000 emplois sauvés du fait des dispositifs d'État et puis des dispositifs que j'ai évoqués. On va sauver entre 2 000 et 3 000 emplois sur 5 000. Plan de départ volontaire, accord de performance collectif. Et puis il n'y aura pas de licenciement sec. Je le dis. En tout cas, l'État demande à Airbus de faire en sorte qu'il y ait le moins de départs contraints, le moins de licenciements secs possible. Pas le moins, ça veut dire pas. Non, mais ça veut dire... Vous ne dites pas à Airbus ce matin, je vais vous poser la même question, on vous l'a posée à propos d'Air France, vous ne dites pas ce matin, nous demandons à Airbus de ne pas procéder à des licenciements secs, des départs contraints. 2 choses. D'abord, Airbus a un patron, Guillaume Faury, qui est quelqu'un de remarquable, extrêmement responsable, et qui fera en sorte, et je le sais, et il l'a dit, d'avoir le moins de départs contraints possible. Mais il y en aura. Une fois qu'on aura mis en œuvre les différents dispositifs. Moi, je veux être un responsable politique réaliste. Quand on dit que depuis le début du Covid, on a eu 98% du trafic aérien qui s'est effondré, que la crise elle est possiblement durable, on parle de retour à la normale en 2023, 2024, 2025. Moi, je ne sais pas dire comment les Français, les Européens vont revoyager. Je ne sais pas dire s'ils vont revoyager loin. Je ne sais pas dire si notamment la clientèle d'affaires va revenir dans les avions. Je ne sais pas dire ça. Et ne sachant pas dire ça, je ne sais pas prévoir les carnets de commande des avions. Et donc Airbus, évidemment, aura à vivre une période très difficile. L'État est là aux côtés d'Airbus, l'État est là aux côtés d'Air France, mais la responsabilité politique, c'est de ne pas faire des promesses que d'aucuns ne sauraient réellement tenir. Air France va supprimer, autre chiffre, 7 560 postes. C'est bien cela, vous confirmez, hein, 7 560, 6 560 Air France et 1000 dans sa filiale Hop. C'est effectivement les chiffres qui ont été évoqués hier en comité d'entreprise extraordinaire. Ces chiffres, encore une fois, ils dépendent beaucoup à la fois des dispositifs d'entreprise et puis de la reprise du trafic. La différence avec l'industrie, c'est que quand le trafic reprend pour les compagnies aériennes, très rapidement, vous avez à nouveau de la trésorerie et vous avez à nouveau des capacités Que dit l'État ce matin à Air France ? Que dites-vous à Air France ce matin ? Plusieurs choses. D'abord, l'État a soutenu Air France 7 milliards. Vous savez, c'est pas 7 milliards... de prêt. Oui, c'est pas 7 milliards, comme je l'ai entendu, pour payer des plans sociaux. C'est 7 milliards pour pouvoir survivre, pour pouvoir payer les salaires à la fin du mois. Vous savez qu'Air France... Mais financer des plans sociaux aussi. Hein. Chaque mois... Cet argent va aussi... Je vais jusqu'au bout du raisonnement. Chaque mois, Air France perd des centaines de millions d'euros, actuellement, chaque mois. Donc l'État a prêté à Air France 7 milliards d'euros, de manière à ce qu'Air France survive la crise, puisse se reconstruire, et puisse prendre, d'une part, des engagements environnementaux, ce qu'elle a fait, et reconstruire son outil industriel. Effectivement, en restructurant par exemple son réseau court courrier domestique, c'est les chiffres que vous avez annoncés sur Hop, parce que c'est nécessaire. Et de la même façon, nous avons demandé à la direction d'Air France d'avoir le moins de départs contraints possible, d'avoir recours évidemment
Là aussi, au départ volontaire, il y a un accord collectif de performance collective qui a été signé par les pilotes il y a maintenant une semaine. Oui. Et puis de le faire en concertation avec les territoires. Il y a une dimension d'aménagement du territoire aussi à la présence d'Air France. On reparlera peut-être de la suppression de certaines lignes aériennes. Oui. Ils seront extrêmement attentifs à ce que le retrait de l'activité ou la contraction de l'activité ne se fasse pas. Mais l'argument est toujours le même. L'argument est toujours le même. Il est nécessaire d'accélérer la transformation de l'entreprise. Ça, j'entends ça partout. Hein. Il est nécessaire pas qu'Air France. D'abord, Air France, quand on regarde effectivement depuis 10 ans, c'est pas le cas dans l'industrie. Airbus allait très bien avant la crise. Et Boeing va aussi très mal, et peut-être d'ailleurs plus mal qu'Airbus. Air France a eu toujours, depuis 10 ans, des problèmes de structure de coûts, notamment sur le réseau domestique. Le domestique chez Air France, ça perd 200 millions d'euros par an. Donc c'est pas tout à fait durable. Air France a une filiale, Transavia, qui va reprendre une partie des vols intérieurs. Vous savez qu'il y a des vols par ailleurs qui sont subventionnés, et qui vont demeurer, ils sont importants. Je pense notamment aux vols vers Aurillac, vers Brive, vers Limoges, vers le Grand Massif central. Ce sont des vols d'aménagement du territoire. Et puis il y a des vols, des lignes, qui vont effectivement être supprimées au bénéfice du train, quand c'est possible, et quand la concertation territoriale. Alors je vais y revenir sur ces suppressions de lignes, mais je voudrais Airbus et Air France parler des fermetures de sites. Est-ce qu'il y aura des fermetures de sites chez Airbus et sites Airbus? Est-ce qu'il y en aura? Ça, c'est trop tôt pour le dire, mais je prends l'exemple de Renault. Parce que vous savez que Renault, à l'époque, avait annoncé des fermetures de sites. L'État a demandé à Renault de revoir sa copie. Mais il y en a sur le site fermetures de sites. Il y en a à Choisy-le-Roi, par exemple. Il y a des regroupements aussi. Sauf que l'État agit, l'État prête, l'État fait en sorte aussi, et je le dis, parce que nous investissons. Les plans de soutien que nous avons posés, c'est à la fois pour rebondir maintenant, permettre aux filières de survivre, et c'est pour préparer l'avenir. Quand vous investissez plusieurs milliards d'euros sur l'avion du futur ou le véhicule électrique, vous créez les emplois de demain, vous relocalisez de l'emploi en France. Et donc je le dis, il faut aussi avoir une vision de moyen long terme sur ce que l'État fait, parce que l'État, aux côtés des entreprises et des filières, est en train de construire les emplois de demain localisés en France. Bien, Air France, c'est le site de Morlaix qui va fermer. Alors Morlaix, c'est compliqué, c'est un site de maintenance. Oui, c'est un site de maintenance. Pour la filiale. Avant 3 ans, c'est vrai? Pour la filiale Hop, il y a effectivement un plan qui vise à regarder l'avenir du site de Morlaix. Fermeture avant 3 ans? Il y a des sites aussi à Lille, à Roissy. Lille, à Toulouse, moi, à Roissy. je n'anticipe pas les discussions, y compris au niveau territorial, que nous allons avoir avec la région de Bretagne. L'État sait. En tout cas, il y a... Vous savez. En supprimant... Est-ce qu'à Morlaix, le site sera fermé avant 3 ans? Je développe mon raisonnement, parce que c'est la conséquence d'un raisonnement. J'attends la réponse. Contraction de 40% du réseau domestique. Il y aura donc trop de sites de maintenance. Il y a des sites de maintenance en Bretagne, il y a des sites à Lille, il y a des sites évidemment à Paris, à Lyon, etc. Donc il y aura trop de sites pour faire la maintenance de façon rationnelle sur le plan économique. Il a été évoqué effectivement des pistes. Les choses vont s'organiser maintenant territorialement. Vous voyez, parce que, par exemple, en région Bretagne, il y a le sujet du site de Morlaix, il y a le sujet des lignes de Quimper, de Lorient. Donc tout ça va s'organiser en lien avec les syndicats, en lien avec les régions. Vous savez que les régions, par exemple à Morlaix, il y a un lycée professionnel qui fait la jonction avec le site de Morlaix. Donc tout ça, vous voyez, va s'organiser rationnellement en lien avec les territoires, et dire oui ou non à cette question maintenant n'aurait pas de sens parce que la réponse n'est pas réellement connue. Bien, vous avez regardé de près évidemment les propositions de la Convention citoyenne sur le climat, j'imagine, parce que vous êtes très concerné. Jean-Baptiste Djebari, suppression de toutes les lignes intérieures lorsqu'il y a moins de 4 heures. Vous avez vu ça, vous proposez 2h30. On propose 2h30 parce que c'est rationnel sur le plan de l'aménagement du territoire. Et j'en disais un mot, mais si vous supprimez les lignes à moins de 4 heures, en tout cas, avec une alternative ferroviaire à moins de 4 heures, vous supprimez les lignes à Clermont-Ferrand, à Limoges, à Brive, à Rodez, à Aurillac. À Aurillac, pour prendre qu'un exemple, et j'étais hier avec le député du Cantal, Vincent Descoeur, il faut 7 heures pour aller à Aurillac en voiture. Si vous faites ça, vous asséchez des territoires. Vous asséchez des territoires qui sont par ailleurs déjà enclavés. Donc 2h30, avec une alternative par TGV, robuste, c'est rationnel. Nous allons l'organiser, parce qu'y compris au niveau territorial, ça nécessite de parler aux aéroports, aux régions. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de navette Bordeaux-Paris, par exemple. Vous savez, elle ne revolera plus. D'abord, c'est un peu, je ne sais pas s'il restera certainement des navettes Bordeaux-Roissy, parce que beaucoup de... Bordeaux-Roissy, oui. Bordeaux-Roissy, parce que beaucoup de passagers aussi sont en correspondance. Bordeaux-Orly, c'est fini. Mais quand vous regardez, par exemple, d'abord Paris-Bordeaux sur le train, depuis 2017, il y a un TGV qui met 2h04. Et en fait, beaucoup de voyageurs qui prenaient l'avion prennent le train. Paris-Strasbourg, à peu près 2 heures. Ça a été ouvert il y a 4 ans. Aujourd'hui, 90% des personnes qui prenaient l'avion prennent le train. Donc je veux dire par là que c'est un peu le sens de l'histoire aussi, que quand on a une alternative en TGV, confortable, à des prix corrects, abordables, les gens se déportent assez naturellement vers le train. Et donc nous allons accompagner ce mouvement, encore une fois, en lien avec les territoires. C'est important de le dire. Bien, Roissy-Charles de Gaulle, il y a un projet.
Terminal 4. Oui. Oui, il y a un projet. Mais moi, j'ai lu encore la Convention citoyenne qui disent « Ah non, 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 pas d'extension d'aéroport ». Alors, ce projet verra le jour ou pas? C'est deux choses différentes. D'abord, oui, pas d'extension en soi, je pense que c'est un peu excessif. On a un projet, par exemple, à Nantes. Oui. Vous savez que Notre-Dame-des-Landes a été fermée. Donc il y aura des extensions d'aéroports. Vous n'allez pas suivre. Il y aura des extensions sobres quand c'est nécessaire. Je prends le cas. Je comprends pas. Pardon. Mais je vous réponds très... Jean-Baptiste Djebari, parce que faut pas qu'on soit. Bon, il y a eu ce travail de la Convention citoyenne, mise en place par le président de la République. Le président de la République est intervenu lundi en nous disant 146 des 149 mesures proposées seront reprises. Et parmi ces mesures, donc reprises, il y a terminer l'extension de l'aéroport. Et vous me dites ce matin que non, à Nantes, on va continuer l'extension de l'aéroport. Et Roissy... Vous l'avez dit, j'ai suivi les travaux de la Convention citoyenne. Oui. Cette mesure, elle vise essentiellement le terminal 4 de Roissy. Donc vous savez qu'il était prévu pour accueillir 40 millions de passagers complémentaires. Coût entre 7 et 9 milliards d'euros. 7 et 9 milliards. Aujourd'hui, en l'état du trafic aérien, je rappelle qu'à Roissy, on a environ 15% des vols, qu'effectivement le trafic aérien n'est pas prévu pour récupérer le niveau d'avant 2019, avant 2023-2024. Les extensions de capacité à Roissy aujourd'hui paraissent être un pari audacieux, pour le dire comme ça. Donc le projet du T4, du Terminal 4, va devoir être probablement revu. Je pense annulé. En tout cas, re-questionné. Coût-bénéfice. Moi, je ne sais pas dire si en 2030, il faut des capacités d'extension à 20 millions ou pas. Aujourd'hui, il est stoppé. Il y a un moratoire sur ce projet. Disons-le comme ça. En revanche... Alors, y a-t-il un moratoire sur ce Terminal 4 ? Il n'y a pas de moratoire juridique. Non, pas de moratoire juridique, mais effectivement, le projet va devoir être revu, pour le dire très clairement chez vous. En revanche, par exemple, à Nantes, vous savez que nous avons supprimé le projet de Notre-Dame-des-Landes pour des considérations écologiques. On a un problème de saturation de l'aéroport de Nantes très prochain. Et on a fait en sorte de proposer, en lien avec les élus, un projet de réaménagement sobre d'ailleurs, environnementalement sobre pour Nantes, en lien avec les élus, qui serait mis en place dans les prochaines années. Nous allons regarder ce projet, mais je pense que ce projet, construit avec les élus au bénéfice du territoire, est un bon projet, sobre en aménagement, qui correspond aux besoins du territoire et à sa vitalité et à son développement économique. La Convention citoyenne, pour Emmanuel Macron, est-ce une urgence climatique ou une urgence électorale ? Non, mais je crois vraiment non, mais je vous pose la question. Il l'a très bien exprimé, vous savez. Oui. Et d'ailleurs, ça permet aussi de répondre, puisque vous parlez d'élections, on voit qu'il y a quand même, y compris d'ailleurs chez Europe Écologie Les Verts, chez les Verts de manière générale, plusieurs courants. Il y a ceux, effectivement, qui considèrent que la nature est au-dessus de tout, et que, y compris les droits de la nature, doivent, quelque part, être de rang supérieur aux droits des humains de l'humanité. Et qui prônent une forme de décroissance organisée. C'est Julien Bayou, par exemple, chez Europe Écologie Les Verts, et plein d'autres. Aurélien, l'astrophysicien dont le nom m'échappe à l'instant. Bon. Et puis il y a, et d'ailleurs Yannick Jadot est un peu dans cette veine-là, un courant écologiste progressiste, qui considère que, je prends un exemple, l'avion, qu'il ne faut pas supprimer l'avion, mais qu'il faut que l'avion se verdisse, soit demain sobre en carbone, etc. Donc déjà, Mais c'est bien ça. Mais c'est parfaitement bien, et je pense que c'est ça que nous défendons, pour répondre à votre question. Le président de la République... D'abord, il dit deux choses. Comme Yannick Jadot, quoi. Vous êtes très proche. Non, avec peut-être moins de... Sans la grimace, là. Non, je dis, non, parce que les Verts, un demi-sourire. Un demi-sourire. Non, le président de la République, il dit deux choses. D'abord, c'est la responsabilité de l'humain de préserver la nature. Je crois qu'il a fondamentalement raison. Et ça, c'est effectivement être écologiste de façon progressiste. Et il dit, deuxièmement, notamment dans les transports, mais pas que, il y a effectivement des mouvements à accélérer. Le verdissement des transports est déjà très largement à l'œuvre, mais il faut accélérer. Et puis il y a des choses qu'on va apprendre de la crise. Vous savez, quand on voit que 15% des gens veulent maintenant télétravailler, que beaucoup de personnes qui habitent dans les métropoles, à Paris ou ailleurs, veulent peut-être retrouver un peu d'air à la campagne. Ça va questionner les modes de transport, la capacité de se déplacer. Et ça, c'est des choses que nous allons construire ensemble, d'ailleurs. Alors, j'ai des questions précises. Vous allez me répondre si vous êtes favorable ou pas, à propos de la Convention citoyenne. TVA sur les billets de train, qui passerait de 10 à 5,5%. Vous êtes pour ? Favorable sur le principe. Mais l'histoire nous enseigne, notamment à l'époque où on a baissé la TVA sur la restauration, l'histoire nous enseigne que les baisses de TVA, qui coûtent cher à l'État, en général, ne sont pas répercutées dans la poche des consommateurs. Donc... la SNCF le fera, non, quand même ? Donc, si on fait la baisse de la TVA, il faut s'assurer que la baisse est répercutée au bénéfice des usagers et des voyageurs. Et je le dis sur le ferroviaire, parce qu'en ce moment, j'entends la petite musique de vous dépensez ou vous subventionnez telle ou telle filière et pas le ferroviaire. Je le dis aux Français, le ferroviaire, chaque année, c'est 15 milliards de dotations publiques. C'est 3 milliards pour le réseau. Là encore, sur les transports publics, nous avons remboursé aux collectivités 1 milliard en perte de fiscalité. Donc le ferroviaire est un mode
essentiel. Et que ce soit par une baisse de TVA ou par des investissements massifs, notamment sur le fret, nous aurons évidemment une politique très ambitieuse sur le ferroviaire. Alors, sur l'automobile, sortir des avantages fiscaux sur le gazole. Il va falloir sortir. C'est le fameux sujet lié à la taxe carbone, vous savez. Oui. C'est le fameux sujet. Donc le président a été assez clair. Et d'ailleurs, il a repris l'exemple pour parler des 110 km/h. Il a dit que parfois, vous avez des politiques très ambitieuses qui achoppent sur une mesure qui devient symbolique et inacceptable. Et on l'a d'ailleurs... on a payé pour voir, si je puis dire, avec la mesure des 80 km/h. 110 km/h, vous étiez contre. 110 km/h, moi j'ai toujours considéré que c'était pas qu'une mesure écologique. Et d'ailleurs, le bilan écologique, il faut vraiment le regarder parce que... Mais moi, je vous parle des avantages fiscaux sur le gazole. Et ben c'est le sujet de la taxe carbone, dont on dit qu'aujourd'hui, elle n'est pas tout à fait en discussion. Nous allons travailler avec la Convention. Vous êtes favorable à la sortie des avantages fiscaux sur le gazole, en tout cas, pour préserver l'environnement? De toute façon, on est favorable. De toute façon, il faudra, parce que on est sur une stratégie ou une trajectoire de sortie des véhicules fossiles. Avec une interdiction, d'ailleurs, je le dis, en 2040, de la vente des véhicules thermiques fossiles. Et interdiction de la publicité, puisqu'on parlait des véhicules les plus polluants. Alors ça, c'est de la publicité, par exemple pour les SUV. Ouais, ça, c'est deux sujets différents. Mais je vais y répondre. Deux sujets différents, mais qui ont un lien. D'abord, pourquoi la Convention propose ça? Elle dit, et elle a raison, qu'aujourd'hui, les véhicules lourds, polluants, doivent être désincités à l'achat. Et elle a raison. Et d'ailleurs, on le fait, puisqu'on a un malus extrêmement important sur les véhicules qui sont lourds. Mais on fait toujours de la publicité sur ces véhicules. Et ils disent, il faut faire la fiscalité et la régulation ou l'interdiction de la pub. Entrons dans ce débat. Ce qui compte, c'est d'avoir demain des véhicules qui soient sobres en carbone et qui, effectivement, ne soient pas incités à l'achat, parce que c'est pas tout à fait un geste citoyen. Donc vous êtes favorable à l'interdiction de la publicité? En tout cas, je suis favorable à ce qu'on entre dans ce débat de façon complètement transparente et ouverte. Est-ce qu'il faut faire la fiscalité plus l'interdiction? Est-ce qu'il faut réguler? Est-ce qu'il faut informer? Les Français sont intelligents, Monsieur Bourdin. Oui, vous savez, tout interdire. Je suis d'accord. Rencontrons dans le débat, l'esprit ouvert. C'est d'ailleurs ce qu'a demandé le président de la République. Donc on va... SNCF et RATP en région parisienne, Valérie Pécresse menace d'arrêter de payer le 8 juillet si l'État ne compense pas les pertes sévères dues à la crise sanitaire. Est-ce que l'État va compenser? Est-ce que l'État va payer? J'ai beaucoup parlé avec Valérie Pécresse. Je dis deux choses. D'abord, l'État a déjà compensé 425 millions d'euros au titre de la perte de fiscalité pour la région Île-de-France. Donc l'État compense. Madame Pécresse, la région a les moyens de payer le 8 juillet. Je lui ai écrit, je lui ai dit, en trésorerie et avec ce que nous avons compensé, elle a les moyens de payer la RATP et la SNCF. Je le dis aussi, nous avons une clause de revoyure avec la région sur ces sujets de fiscalité. Et nous engageons par ailleurs, parce qu'il y a deux sujets, les pertes de recettes, parce qu'on a moins de trafic pertes de recettes, passagers, on engage avec toutes les régions ce sujet de savoir comment on compense les pertes de recettes. Donc nous sommes tout à fait ouverts, mais je veux pas que les voyageurs, les usagers de la région Île-de-France soient pris en otage politique d'un sujet pour lequel l'État va augmenter, parce qu'il y avait cette solution, augmenter le pass Navigo. Oui, ça c'est un argument politique. Vous voyez bien que dire augmenter de 20 euros, augmenter de 20 euros le pass Navigo, ce que nous ne souhaitons évidemment pas, est un argument politique pour faire pression sur l'État. Moi je le dis, nous avons fait en sorte de compenser Madame Pécresse et la région Île-de-France de la même façon que les autres régions. Madame Pécresse a les moyens financiers de payer la RATP et la SNCF au 8 juillet. C'est sa responsabilité. Je souhaite qu'elle le fasse. Et en même temps, je dis que nous sommes ouverts à poursuivre les discussions. Et elle le sait. Et nous avons fait en sorte qu'elle ait les moyens de poursuivre le paiement comme elle doit le faire contractuellement d'ailleurs. Bien, manifestation nationale des VTC. Il y avait des VTC qui étaient là tout à l'heure, ici même, qui demandent trois choses. D'abord, un meilleur contrôle des chauffeurs. Oui, alors c'est tout le sujet de la régulation des plateformes. Vous savez que dans la loi mobilité d'il y a 1 an et demi, nous avons déjà engagé. Il y a des faux chauffeurs. Il y a des faux chauffeurs. Il y a aussi des gens qui cumulent. Alors comment les contrôler? Vous parliez ce matin des fraudes au chômage partiel. Il y a aussi des gens qui ont des emplois, y compris d'ailleurs dans les entreprises publiques, et qui cumulent avec des emplois de chauffeurs VTC. Alors parfois déclarés, parfois effectivement en étant sous-traités par des gens qui organisent des locations. Nous allons beaucoup plus contrôler. Je pense qu'il y a un sujet quand même à nouveau de régulation des plateformes. On voit bien que d'ailleurs, y compris la jurisprudence a requalifié en salariat un certain nombre, en tout cas un chauffeur, et ça doit interroger sur le modèle des plateformes. Ces plateformes, elles restent utiles parce qu'elles ont créé de nouveaux modèles économiques, et puis elles ont sorti aussi beaucoup de gens de la précarité en leur donnant accès à un premier emploi. Donc il faut regarder tout ça, mais de toute façon, nous entrons dans une ère, à mon sens, où on va devoir re-questionner toutes ces plateformes. Les VTC souffrent en ce moment. Les chauffeurs de taxi souffrent en ce moment. Ils souffrent beaucoup. Ils souffrent beaucoup parce que les clients ne reviennent pas. Bien sûr. Non, mais bien parce sûr. que l'activité n'a pas encore tout à fait repris. Le VTC, c'est 4,50 € la course minimum. Est-ce qu'on ne peut pas augmenter? Mais d'abord, nous avons fait plusieurs choses dans la loi. Nous avons imposé un tarif minimum
par course, le fait qu'ils puissent refuser la course si le tarif est trop bas, le fait d'avoir une visibilité préalable. Vous avez augmenté le niveau de la course là? C'est un sujet qui est en discussion avec vous êtes favorable, qui représentent. En tout cas, il faut une forme de régulation fiscale, sociale. Vous voyez bien, c'est un sujet partout. Oui. C'est un sujet aussi dans l'aérien. Oui. Vous avez, on voit bien que les prix des billets d'avion ou les billets d'avion à 10 €, ce n'est plus possible d'une manière générale. Vous parliez de Booking ce matin dans votre émission. Donc c'est fini ça. Vous allez interdire ça. Ce que je constate, c'est que partout comme en en Europe, Autriche, hein. Vous avez vu que c'est interdit en Autriche. Oui, alors, en dessous de 40 €. Ils ont taillé ça pour leur compagnie nationale. Tout ça se regarde. Non, mais d'accord, bien, mais en tout cas, il y a un sujet de régulation sociale et un sujet de régulation tarifaire dans les transports qui par ailleurs sont subventionnés. Tous ces sujets se traitent aussi au niveau européen. Hein. Moi, j'organise là, avec quelques collègues allemands, néerlandais, espagnols, italiens une session de travail sur la lutte contre le dumping fiscal et social dans les transports, notamment aériens et maritimes. On a laissé prospérer des modèles en Europe qui sont des modèles datés, qui honnêtement ont fabriqué des précaires dans le travail. Et ça, je crois que dans l'ère d'après, le monde d'après, on l'appelle comme on veut, ce n'est plus possible. Merci Jean-Baptiste Djebbari d'être venu nous voir à 8h54. Vous êtes sur RMC et BFM TV.